Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui débute tout de suite. Nous sommes le vendredi 17 février 2023 et on débute avec ce rebondissement dans l'affaire Claude Jean-Pierre, Guadeloupéen de 67 ans, décédé suite à une intervention violente des gendarmes le 21 novembre 2020 ADF. 2 ans après les faits, le procureur Xavier Sicot requiert un non-lieu à la faveur des 2 gendarmes qui, je le rappelle, ont été placés sous le statut de témoins assistés. Nous sommes en ce moment en direct avec Fatia Alkabelar, fille de Claude Jean-Pierre et son beau-fils Christophe Sinan. Bonsoir. Alors, dites-nous déjà, comment avez-vous reçu cette nouvelle, à savoir que le procureur de la République, Xavier Sicot, requiert un non-lieu dans l'affaire de votre papa? Alors, nous avons été contactés par notre avocate, Maître Bernier, qui est à la tête du collectif de 4 avocats qui nous représentent dans l'affaire de mon papa. Elle nous a donc annoncé les réquisitions du procureur à des fins de non-lieu, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec les éléments qui sont présents dans notre dossier, le procureur estime que dans cette affaire, il y a un non-lieu. Cette décision est une décision, on va dire, intermédiaire, puisque la décision finale reviendra au juge d'instruction qui a été nommé sur ce dossier. Donc aujourd'hui, à 24 heures à peu près de cette nouvelle, on tenait absolument à communiquer avec la population qui nous a soutenus depuis le début, afin de les tenir vraiment informés de tous les rebondissements et de tout ce qui se passe dans ce dossier. Donc on est quand même au terme de 2 ans d'instruction, donc 2 ans d'enquête. Les gendarmes, entre-temps, effectivement, ont été mutés. Nous avons eu l'occasion de vous recevoir à plusieurs reprises, puisque chaque semaine, vous étiez mobilisés pour faire entendre votre voix et demander justice. Tout ça se solde finalement par ces réquisitions du procureur qui tendraient vers un non-lieu, une décision que vous refusez d'accepter visiblement. Oui, tout à fait. Oui, c'est clair. Nous, de toutes les façons, on tient notre ligne de conduite dès le début. C'est clair qu'on n'acceptera pas ce non-lieu. Il est clair et net au vu des éléments qui sont présents dans notre dossier. On a quand même une vidéo qui a filmé la scène. On a des éléments médicaux qui concordent sur la relation entre les blessures constatées, l'hospitalisation qui provoquera le décès. Donc pour nous, il est clairement qu'il y a dans le dossier des indices graves et concordants qui devraient mener à une mise en examen. Donc aujourd'hui, on est, on est surpris, on ne dira pas qu'on est surpris par la décision de Xavier Sicot, puisqu'il avait clairement montré son parti pris dès sa première intervention en janvier 2021, quand il avait pris ses fonctions au poste de procureur de la République. Mais en fait, il nous confirme juste on a l'impression qu'il n'est pas impartial dans cette histoire, alors que le rôle pour nous de procureur est d'être impartial et de mettre la justice où elle devrait être. Aujourd'hui, tout le monde voit qu'on est légitime à réclamer justice, sauf apparemment monsieur le procureur. Alors, qu'est-ce que le procureur, justement, vous oppose? Qu'est-ce qui pourrait justifier le non-lieu dans cette affaire, selon lui? Alors, il estime que les gendarmes n'ont commis aucune faute répréhensible, qu'ils ont agi en fonction de la formation qui leur a été inculquée Donc, et qu'il ne peut pas leur être, s'il estime que c'est un non-lieu, donc il ne peut pas leur être inculqué la responsabilité du décès de Clodo. donc, malgré Donc, on est tous la aussi surpris que vous. vidéosurveillance, le fait qu'on voit un peu l'extraction assez violente de Monsieur Claude Jean-Pierre, visiblement, ça, c'est la procédure. Dans ce cas-là, ce qu'on vous fait entendre, c'est que c'est la procédure. C'est exactement la chose qui nous a été communiquée. Nous, on trouve ça quand même comme révoltant, euh, partant du principe en fait que le procureur a tous les éléments en sa possession, tous les éléments du dossier. Donc la pièce maîtresse de notre dossier, c'est cette vidéo qui malheureusement a montré, a démontré
tout le contrôle, toute la brutalité avec laquelle mon papa a été traité. Donc aujourd'hui, on est vraiment surpris, vraiment révolté de cette décision, car pour nous, elle n'est pas du tout impartiale. Vous le dites, le dernier mot reviendra au juge d'instruction. Tout à fait. Tout à Donc vous êtes fait. dans Nous, l'attente. on attend effectivement que la juge prenne sa décision. En tout cas, il est clair et net, on l'a dit dans notre vidéo, qu'on n'acceptera pas de non-lieu dans cette histoire. Un homme est mort, on ne peut pas nous dire circuler, il n'y a rien à voir. Il faut qu'on nous explique comment cet homme est mort, qui est responsable de la mort de cet homme qui s'appelle Claude Jean-Pierre. Alors, pour rappeler un peu aux téléspectateurs, Claude Jean-Pierre a été interpellé donc le 21 novembre 2020, donc ça fait déjà plus de 2 ans. Il s'est éteint donc 12 jours après son hospitalisation au CHU, puisque dès qu'il a été interpellé, donc il est tombé dans le coma. Il a été transféré donc aux urgences au CHU de Pointe-à-Pitre. Il subira plusieurs interventions et il finira donc par décéder 12 jours plus tard. Il me semble qu'il y a eu plusieurs autopsies de pratiquer. Alors, il y a eu une autopsie et plusieurs expertises de fait par des médecins légistes qui sont basés en France hexagonale, puisque les éléments ne pouvaient pas forcément être analysés en Guadeloupe. Donc, effectivement, il y a eu cette autopsie réalisée tout de suite lors du décès. Ensuite, on a demandé une contre-expertise médicale avec un collège d'experts de la Cour de cassation, on précise. Ce n'est pas nous qui les avons choisis. Et en fait, tous les éléments médicaux démontrent clairement que les blessures constatées sont à mettre en relation avec les conditions de l'extraction. Donc là-dessus, en plus de la vidéo, donc aujourd'hui, on ne comprend pas qu'on vienne nous parler de non-lieu. Pour nous, c'est inimaginable et inacceptable. Donc on vous a demandé de faire preuve de patience, d'attendre effectivement les résultats de l'enquête. Bon, la réquisition du procureur vient un peu mettre un terme finalement à cette attente et déclenche un peu votre colère. Vous êtes défendu par un collectif d'avocats, certes, mais au niveau politique, qu'en est-il? Est-ce qu'effectivement certains élus se sont rapprochés de vous pour essayer de parler de cette affaire? On sait que la France insoumise a relayé le message pendant un temps, mais est-ce qu'en local, nos élus se sont saisis de cette affaire? Alors, de point de vue local, on n'avait qu'une seule municipalité qui a clairement pris position, c'était la municipalité de Port-Louis. Ensuite, on a le député, M. Servat, qui nous avait également fait un courrier concernant cette histoire. Depuis, on n'a eu aucun contact avec les élus locaux. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a pris les devants, on a envoyé des mails. On a envoyé des mails à tous les élus pour qui on a trouvé des contacts. Donc, on fait un appel solennel aujourd'hui aux élus de se prononcer également, puisqu'aujourd'hui, on a un procureur qui clairement prend parti et demande un non-lieu dans une histoire assez sordide où tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc, on a besoin d'aide, on a besoin de solidarité, on a besoin d'unité. Claude Jean-Pierre est potentiellement un Guadeloupéen, un Français qui n'avait rien demandé à personne. On a tous pu prendre position pour George Floyd. Aujourd'hui, ça arrive chez nous. Alors, on demande aux élus qui sont là pour veiller au bon déroulement des choses dans la société de prendre position et de nous aider dans notre combat. Parce que tout seul, on ne pourra pas y arriver. On est face à une machine institutionnelle. On fait ce qu'on peut avec nos moyens. Mais aujourd'hui, tout le monde doit se sentir concerné et tout le monde doit nous aider dans ce combat pour la justice et la vérité. Vous avez l'impression d'avoir été un peu broyé par la machine judiciaire? Comment? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été broyé finalement par la machine judiciaire pendant ces 2 dernières années? Broyé, non, pas tout à fait. On n'a pas été broyé par cette machine parce que c'est vrai qu'on est quand même pas mal entouré, qu'on est très très bien entouré même, je le dirais, avec les soutiens qu'on a. On a été propulsé dans cette machine. Hein. Enfin, le système judiciaire est bien rodé. On a été propulsé dans cette machine. On a fait les choses comme il se fallait avec les conseils de nos avocats. Donc, broyer, c'est le terme que j'emploierais.
On a quelque peu été chamboulé dans nos débuts, mais c'est vrai qu'au bout de 2 ans, on a quand même acquis pas mal de connaissances, pas mal d'armes également pour nous permettre quand même de faire face à cette machine judiciaire. De toute façon, c'est clair qu'on ne joue pas à armes égales, de toutes les façons, hein. Nous, on utilise les moyens qui sont à notre disposition. On a toujours prôné l'unité et la solidarité. Donc, pour l'instant, on a réussi à sensibiliser assez large, même au-delà de la Guadeloupe. Mais ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas. La preuve est que le procureur a demandé une réquisition de non-lieu. Donc, on doit tous se sentir concernés. On doit tous pouvoir se prononcer sur une cause qui, pour nous, est noble et juste, puisqu'on ne peut pas nous expliquer qu'un homme est mort, que tout le monde a vu ce qui s'est passé, et qu'on nous dit circuler, il n'y a rien à voir, rien ne s'est passé. C'est juste incompréhensible et inconcevable pour nous. C'est vrai que c'est difficilement audible quand on nous dit que finalement, il n'y a rien à voir circuler, alors qu'effectivement, tout le monde a pu voir la nature de l'extraction. C'est quand même assez délicat. Et vous avez pu vous entretenir avec le procureur ? Non, pas d'échange avec lui. Non, c'est ça en fait, puisque c'est aussi cette manière de procéder aussi qui nous pose certaines interrogations, puisque on voit beaucoup d'affaires juridiques, beaucoup d'affaires de faits divers, où dès qu'il y a des réquisitions qui sont données, ben, les procureurs font des conférences de presse, font des communications. Il faut savoir quand même que l'enquête préliminaire diligentée par le juge d'instruction est terminée il y a plus de 6 mois. Donc, c'est-à-dire que le dossier était sur le bureau du procureur depuis plus de 6 mois. Donc, on a eu ces réquisitions qu'hier. Donc, plus de 6 mois pour donner des réquisitions de non-lieu. On trouve ça assez étonnant, sachant qu'on avait été reçu avant par l'ancien procureur de la République, avant M. Sicot, qui nous avait promis que s'il était démontré par n'importe quelle raison que les gendarmes étaient impliqués de près ou de loin dans cette histoire, qu'il y aurait des sanctions qui seraient prises. Et aujourd'hui, on se retrouve avec son successeur qui nous évoque un potentiel non-lieu. Donc, on est vraiment dans l'incompréhension. On a du mal à comprendre, en fait. Donc, vous êtes dans l'attente, effectivement, donc, de la décision finale qui reviendra au juge d'instruction. Est-ce qu'on vous a donné une date ? C'est dans les prochaines semaines ? On espère dans les prochaines semaines. On n'a pas de date précise pour le moment. Nos avocats travaillent sur pas mal de choses. Il y aura forcément une conférence de presse, puisque ça nous tient à cœur de tenir la population informée, non pas uniquement avec nos communications, mais la communication aussi de nos avocats. Donc, courant de la semaine prochaine, les avocats organiseront donc une conférence de presse. On peut déjà l'annoncer, ça sera fait prochainement. Très bien, très bien. Et si vous aviez un dernier message justement à adresser à la population ? Alors, un dernier message, un message fort à donner à la population, ça serait de continuer à nous soutenir comme ils l'ont si bien fait depuis plus de 2 ans. Claude Jean-Pierre, c'est pas qu'une personne, c'est aussi tout un peuple, toute une population, tout un pays. Donc aujourd'hui, on continue à réclamer justice et on compte vraiment sur la population guadeloupéenne pour nous soutenir sur ce combat. Oui, pareil, j'ai envie de dire, on connaît suffisamment d'injustices sociales dans notre pays. C'est encore une de plus qui s'ajoute à la longue liste. Donc, à un moment donné, il faut se positionner. Il faut lutter pour une vie meilleure. Il faut penser à l'intérêt commun. Tout ça ne ramènera pas Claude, mais si on peut éviter que ça arrive à d'autres, eh bien, faisons ensemble. Et tout le monde pourra être fier de ce qu'on aura fait tous ensemble. Merci beaucoup à vous deux. Je le rappelle, Fatia Alcabellar et Christophe Sinan d'être intervenus ce soir pour nous parler effectivement donc de cette proposition de non-lieu du procureur de la République, Xavier Sicot, dans cette affaire, effectivement, qu'on appelle l'affaire Claude Jean-Pierre. Incroyable. Et on part maintenant pour la présentation du Grand Prix de la sécurité routière. Ce sera la première course-étape de la saison 2023 qui vise à rendre hommage à cet agent de route de Guadeloupe fauché dans l'exercice de ses fonctions le 2 octobre dernier. Le reportage.
c'est avant tout un hommage. Plus qu'une opération de sécurité routière, plus qu'une course cycliste, c'est avant tout un hommage. Et vous avez derrière nous la photo de monsieur Brassler qui est décédé. C'est un décès dramatique, un homme, un Guadeloupéen qui faisait son travail au service des autres Guadeloupéens qui est décédé. Ce sera donc cet hommage. On a réfléchi avec Route de Guadeloupe comment lui rendre hommage. Et je pense qu'il n'y avait pas plus belle chose pour lui que son nom soit associé à cette opération de sécurité routière et à cette épreuve cycliste. Je pense que c'est un bel hommage qu'on peut lui rendre. Donc, de toute façon, quels que soient les hommages qu'on ferait, il va manquer à sa famille, il va manquer à ses enfants. Donc, mais lui rendre cet hommage-là sur ce format-là, je trouve que c'est un excellent hommage qu'on puisse lui rendre au moins ça. Et aussi, non pas seulement lui, mais tous les travailleurs qui sont sur la route, tous les travailleurs qui sont là sur la route, ce serait un hommage pour eux, de façon à les rendre visibles et qu'on puisse, que les automobilistes d'une manière générale, et je dis les automobilistes, y compris moi, parce que généralement on s'oublie, quand on est dans ces positions-là, je dirais qu'on dit ce qu'il faut faire, mais il faudrait aussi qu'on pense. Quand on devient conducteur, quand on devient acteur, il faut que nous aussi, nous modifions nos comportements si on ne le fait pas. C'est une opération de sécurité routière. Bien évidemment, il y a des messages forts qui vont être passés à partir de maintenant. On a fait cette conférence de presse en partenariat avec les collectivités, en partenariat avec des entreprises, en partenariat avec les forces de sécurité. C'est bien pour montrer qu'on est tous ensemble. C'est au-delà de l'aspect sportif, nous avons voulu conjuguer avec la préfecture autour de la sécurité routière parce que les cyclistes ont déjà payé un lot tribut. Il y aura bien évidemment ce qui est cher au cœur des Guadeloupéens, ce qui est cher également au cœur de tous, cette épreuve cycliste qui sera le Grand Prix de la sécurité routière. Ce sera la première course à étapes de la saison 2023 en faisant le tour de la Guadeloupe avec un prologue le vendredi 17, le tour de la Grande Terre le samedi. Et la deuxième étape, le tour de la Basse-Terre. Donc on a voulu aller au-delà du sport, vraiment faire passer des messages sur la notion de partage de la route, pour bien vivre ensemble et partager la route, parce que ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un espace public qui se partage, et pérenniser cette épreuve sur plusieurs saisons. Et on part maintenant pour l'installation du comité de pilotage du projet Cambionnette dans le cadre des échanges effectivement avec les différents acteurs de la Caraïbe. La région Guadeloupe travaille à une vision stratégique en matière de modernisation des systèmes agricoles alimentaires. À la Dominique, par exemple, un système qui va être mis en place et qui pourrait être élargi à la Guadeloupe. Ils mettront en place des enveloppes de 50 000 $ annuels qui seront versés aux professionnels pour favoriser leur développement. Regardez. Du deuxième comité de pilotage du projet Cambionnette, le précédent s'étant tenu à Sainte-Lucie au mois de juillet dernier. Et l'enjeu était particulièrement important. C'est-à-dire que nous avons eu 2 phases. Hier, nous avons tenu un comité de pilotage plutôt technique, donc avec les services le secrétariat conjoint Interreg, pour revenir en fait sur toutes les difficultés que nous rencontrons dans l'exécution du projet Cambionnette, de manière à faire en sorte que l'année 2023, nous puissions travailler dans des conditions les plus favorables possibles, puisque nous terminons le projet en décembre 2023. Aujourd'hui, donc, le comité de pilotage avait une dimension beaucoup plus politique et institutionnelle. Donc, c'était entre les représentants de la région de Guadeloupe, donc avec les élus de la région Guadeloupe, les représentants de l'OSCO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, de manière à ce que donc on puisse prendre de la distance, de la perspective par rapport à la vision stratégique qui se développe dans la région en matière de modernisation des systèmes agricoles et alimentaires. Et c'était effectivement une session très très intéressante et porteuse au sens où on a pu partager nos visions et on a pu commencer à s'engager sur ce qui pourrait être une feuille de route avec des jalons donc à confirmer dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Ce sont des petits programmes de financement de l'ordre de 50 000 $ annuels. Et donc l'idée là pour le PNUD est vraiment de contribuer à renforcer, c'est du cofinancement, à renforcer l'initiative Cambionnette aux côtés des agriculteurs. Là, il s'agit de la Dominique en l'occurrence, qui est donc le point focal pour l'OECS. Mais l'idée, c'est bien de trouver un lieu pour une démonstration pour les agriculteurs en Dominique, mais aussi dans le reste de l'OECS. Au-delà d'être représentant de la région, aujourd'hui je suis un Guadeloupéen comme vous, et j'ai envie aussi que mon comment je dirais, mon esprit soit dans un corps sain. C'est-à-dire pour cela, il faut une alimentation saine. Et c'est mon combat, que nous avons commencé ce combat, depuis à la Chambre d'agriculture à l'époque, depuis 5 ans.
sur ce nous avions appelé à l'époque la PAFAG. C'est-à-dire c'était une journée de sensibilisation. C'est vrai que beaucoup de personnes n'y croyaient pas trop, mais nous avons compris que dès 2013, avec la loi sur les GI2E, les groupements d'intérêt économique, que j'étais un petit peu le seul à défendre à l'époque, avec M. Le Foll qui était au gouvernement, donc ça date un petit peu. Donc c'était les prémices déjà de ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je pense que nous sommes sur le bon coup et que nous pourrons certainement, et je crois vraiment, garantir une alimentation saine à nos populations dans les années à venir. On attend de voir les résultats, bien évidemment. Xavier Lefort, nouveau préfet de Guadeloupe, lui entame son tour des collectivités. Aujourd'hui, il était du côté de Cap Excellence, qu'il a visiblement bien reçu. Regardez. Dans les premiers jours de prise de fonction d'un préfet, la priorité c'est à la rencontre des élus. Et je remercie le président Gelton effectivement de m'avoir accueilli au sein du conseil communautaire, parce que ça permet effectivement d'abord de me présenter, et puis d'aller à la rencontre des élus, et puis de commencer à évoquer les différents sujets sur lesquels on va travailler ensemble. Ça a été l'occasion d'un échange, et on a fait comprendre les problématiques prégnantes, l'eau évidemment, l'eau usée comme l'eau potable, évidemment le problème un peu conjoncturel de l'énergie, mais en tout cas je parle de la grève d'EDF, qui devrait se régler, semble-t-il, et d'autres problèmes concernant notamment Cap Excellence, qui sont l'agropart, mais ça va se finaliser correctement. Des problèmes aussi de rénovation urbaine, il y a quelques freins au niveau de l'ARS sur Vieux-Bourg, quant à l'inventaire de l'insalubrité à Vieux-Bourg, qui risque de nous retarder, et qui, le préfet s'est engagé à régler ce problème, et toutes les autres problématiques évidemment qui concernent Cap Excellence, où intervient l'État, le contrat de ville, les autres problèmes également d'aménagement des zones d'activité économique, etc. Ce couple entre le maire et le préfet, entre les élus et le préfet, effectivement, c'est vraiment un binôme qui doit fonctionner. Et c'est de l'efficacité de ce binôme que dépend l'efficacité effectivement des politiques publiques qu'on met en place. Donc merci au président Gelton de m'avoir accueilli et merci pour cet échange. Et on part maintenant pour la clôture de la formation autour des fondamentaux du numérique. Les participants ont ainsi pu intégrer des notions centrales en bureautique, communication et marketing. C'est très important de savoir se vendre de nos jours. Le reportage. La formation s'appelle les fondamentaux du numérique, mais nous n'avons pas fait que les fondamentaux du numérique. Nous avons vu avec la bureautique, donc tout ce qui est logiciel, l'informatique, savoir c'est quoi un ordinateur, utiliser la clé USB, l'imprimante, etc. Mais on a vu avec eux aussi la communication, qu'elle soit écrite ou orale. On a vu aussi une partie de marketing et aussi savoir se vendre et aussi vendre ses produits si jamais ils ont des produits à vendre dans une entreprise ou bien leurs propres produits. C'est une formation qui a été surprenante déjà sur le point parce que moi je m'attendais juste au beurre à bas de l'informatique avec les logiciels bureautiques, Word, Excel et tout ça, mais j'ai été surpris par la partie publicitaire, comment se vendre, la partie communication, la partie développement aussi personnel, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a comme force, quelles sont les faiblesses et savoir où est-ce qu'on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a nous. Et en termes aussi, une ouverture sur le monde carrément, parce qu'avec tout ce qui est numérique, on peut avoir des collaborateurs de partout dans le monde et créer son propre business tout en restant chez toi. C'est important de savoir maintenir les outils numériques, que vous soyez dans l'artisanat, que vous soyez justement dans l'environnement. Il y a toujours cette partie où on va devoir aller chercher son public, se développer et s'externaliser. Donc c'est très important d'utiliser le numérique, d'utiliser les outils pour pouvoir se présenter. Voilà. Et on enchaîne avec l'opération Graines de pâtissier, une formation qui vise à mettre de nouveaux apprentis en cuisine. Le réseau des écoles de la deuxième chance a signé une convention avec la Fondation Valrhona. Et donc la Fondation Valrhona avait vu qu'il y avait une déperdition des pâtissiers au niveau national et donc singulièrement au niveau local. Et donc a souhaité relancer la filière. Et donc par la signature de cette convention, nous avons effectivement au sein de Guadeloupe Formation dit banco pour aller au plus proche des jeunes qui souhaitent faire cette formation en leur proposant une préqualification.
Oui, c'est une belle réussite, un beau partenariat avec la Fondation Valvona et l'école de la deuxième chance. C'est un bon partenariat où tout le monde est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, le but, c'est que ces jeunes, à l'issue de cette formation, puissent signer un contrat d'apprentissage. Et on voit sur cette promotion, on a déjà un contrat d'apprentissage signé et 2 ou 3 qui sont dans les tuyaux et qui devraient être signés ces jours-ci. Je voulais rentrer justement à l'IOMA, mais comme je n'avais pas encore trouvé de patron, donc on m'a proposé cette formation de préqualification et je me suis dit pourquoi pas tenter. Il y a des jeunes qui ont véritablement du talent et il suffit pour nous de les repérer et de leur donner cette opportunité de se former dans ce domaine-là. Ils sont doués parce que pour voir le travail qu'ils ont réussi après 8 jours de formation, 8 jours, même s'ils ont fait 4 mois de formation, mais ils ont eu 8 jours de travaux pratiques où ils ont appris le métier, où ils ont pratiqué, réalisé de telles pièces, c'est vraiment formidable. On est très satisfaits. C'est parce que je l'ai vu surtout dans mon livre de recettes. Donc j'ai vu, je me suis dit, bon ça doit être un petit peu difficile, mais je l'ai tenté au moins une fois chez moi. Donc je me suis dit, bon ça va passer, donc voilà, donc je l'ai fait hier. Et voilà, c'est passé, mais je n'ai pas eu le résultat que je voulais, mais au moins ça m'a permis de gagner. J'ai fini premier, voilà, donc normalement le prix c'est d'aller en France faire un stage normalement chez Valrhona. Nous pouvons nous féliciter finalement de cette deuxième édition puisque nous avons à peu près 75% des jeunes qui ont trouvé un maître d'apprentissage dans des structures et dans des entreprises de renom. Il y a des projets en cours dans d'autres disciplines, mais on va renouveler ce projet dans la pâtisserie. Mais on est en train de travailler sur d'autres disciplines et qui devraient voir le jour assez rapidement. Bien sûr que nos jeunes ont du talent, il faut juste leur laisser l'opportunité de nous le démontrer. Et parlons maintenant des membres de la JSF qui, eux, se préparent à défendre la Guadeloupe pour le concours de la meilleure danse folklorique de France. Et pour éblouir le pays, l'association a confié la tâche à la chorégraphe Sandra Martial. Bien évidemment, nos danseuses et nos musiciens évolueront sur du gros cas. Tradition au pays, le reportage. Bienvenue à notre local. Vous êtes ici parce qu'on a la chance et le plaisir de représenter la Guadeloupe, les Dom-Tom, mais avant tout la Guadeloupe, pour le concours de la meilleure danse folklorique de France, qui sera retransmis sur François. Donc on va défendre notre culture, nos valeurs, gros cas en nous, ça quitte en nous, et nous qui voyons monter. C'est un concours qui se fera en 2 temps. Dans un premier temps, il y aura une présentation de 2 minutes et dans un deuxième temps, il y aura une deuxième danse d'1 minute, d'1 minute 30. Nous ne partons pas, la JSF ou le ballet Camorde ne part pas juste pour participer. Depuis plusieurs années, vous avez Sandra Mathias, qui est la chorégraphe, la directrice de la partie folklore, de la partie culturelle de la JSF, qui fait un travail exceptionnel avec des hommes et des femmes aussi exceptionnels qui sont extrêmement impliqués. Et nous, au niveau du conseil d'administration, notre objectif, c'est d'accompagner les jeunes. Au-delà de l'accompagnement des jeunes, c'est de pouvoir aussi leur donner les moyens. Et pour pouvoir leur donner les moyens, eh bien, forcément, nous sollicitons les collectivités, la ville du Gosier, la CAOL, la région Guadeloupe, le département et bien évidemment, quand nous avons la possibilité, l'État. Mais c'est aussi mettre à l'honneur, encore une fois, et nous ne cesserons jamais de le faire, c'est le gros cas. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette musique, nous avons la chance d'avoir aussi le zouk, pourquoi pas, mais là nous représentons le gros cas et le monde culturel dans son ensemble. Alors pour nous, c'est vraiment une chance, on en est ravis. Et en même temps, on est un peu, je dirais, c'est normal, stressé. Stressé pas du fait de gagner ou de perdre le concours, je pense que ça, c'est vraiment une option. Si on gagne, c'est très bien. Mais pour nous, c'est vraiment important de pouvoir être authentique, que vous qui nous regardez à travers vos écrans, que vous ne dites pas qu'on est tombé dans les codes du doudouisme, mais que vous dites qu'on soit resté authentique et qu'on ait représenté en tout cas comme il faut notre culture et qu'elles ont dit, ouais, ils ont fouté yo, donc bon. L'objectif est de gagner, bien évidemment.
évidemment de gagner pour montrer que la Guadeloupe est là, mais surtout de retransmettre toutes nos valeurs qui nous sont propres, qui nous sont chères, en tout cas notamment par nos 2 thèmes qu'on va choisir, puisque la première chorégraphie sera un Pajebel Toumblack sur le thème de la transmission et ensuite un Mende sur le thème Tomber les Vécisés. Pourquoi tomber les Vécisés? Parce que dans tous les cas, certes, nous qu'apprend fait, ni une difficulté, mais après nous toujours qu'à lever et puis nous toujours debout, nous raide. Et quand ils disent oui, ils ont fouté yo même. Donc voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient dans le courant de la semaine prochaine, puisqu'il va y avoir les jours gras. Et Canal 10, bien évidemment, sera en direct de toutes les parades du week-end et du début de semaine prochaine jusqu'au mercredi décembre. Passez un bon week-end, bonnes fêtes, amusez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve tous vivants la semaine prochaine. Bisous tout le monde.